Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure de votre grand angle. Et nous recevons ce soir deux grandes plumes de la littérature francophone. Bonsoir Yannick Lahens. Bonsoir. Merci, c'est un plaisir de vous revoir sur notre plateau. Soyez la bienvenue. Vous êtes écrivaine, auteur de romans, de nouvelles, mais aussi critique, notamment en lien avec la littérature et la société haïtienne. Et le Collège de France, Yannick Lahens, vous a confié la nouvelle chaire Monde francophone. On va bien entendu en parler dans un instant. Naomi Fontaine à vos côtés, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue également. Vous arrivez tout juste du Québec. Vous faites partie des invités du Festival America qui débute demain à Vincennes, près de Paris. Ce sera jusqu'à dimanche, 4 jours durant, donc avec la province francophone canadienne à l'honneur. Yannick Lahens, vous serez d'ailleurs, vous aussi, au Festival Américain. On va commencer par le Collège de France. Votre leçon inaugurale s'intitulera « Urgence d'écrire, rêve d'habiter ». Ce sera le 21 mars 2019, très précisément. Quelle en sera la teneur? On imagine que vous avez déjà quelques idées. Oui, tout à fait. Il s'agira pour moi de présenter la littérature haïtienne. Qu'est-ce qui la caractérise? Et il faudra néanmoins situer cet enseignement dans l'intitulé du cours qui s'appelle Monde francophone, parce que c'est une première chaire qui a été donc instaurée par le Collège de France. Et en fait, il s'agit aussi de montrer comment le vocable francophone n'a pas encore recouvert tous les champs possibles de signification. Ouais. Parce que les mondes francophones s'ignorent. Finalement, c'est un savoir qui part du centre, donc de la France, vers les autres. La France ignore beaucoup de choses des mondes francophones, des autres mondes qui parlent français, et des influences de la culture française dans ces mondes-là. Et c'est une bonne chose d'avoir donc instauré ce cours de manière à permettre un peu de décentraliser ce regard. Mais qu'est-ce qui caractérise alors la littérature haïtienne? Je crois que c'est une littérature qui est née dans des conditions difficiles, exceptionnelles, d'une urgence, et l'urgence continue, et aussi du caractère exceptionnel de son histoire. Parce que 1804, quand Haïti accède à l'indépendance, c'est quelque chose d'impensé pour l'Occident. Et ensuite, il a fallu que toutes les générations qui vont écrire vont partir de cette situation d'impensable et pour pouvoir dire un rêve d'habiter. Ça a toujours été difficile d'habiter Haïti, toujours difficile pour des raisons à la fois liées aux relations nord-sud. Haïti, c'est le premier pays du Sud moderne, et à la fois à des conditions internes. Donc, on est toujours dans l'urgence d'écrire et on est toujours dans le rêve d'habiter, ce qui fait une littérature aussi assez exceptionnelle quand on voit que Haïti, c'est seulement 27 000 km², une situation où il n'y a pas une scolarisation totale. Malgré tout, il y a cette tradition de vouloir dire cet impossible, de vouloir transcender cet impossible. Transcender cet impossible. Naomi Fontaine, l'urgence d'écrire, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la littérature des Premières Nations et notamment Innu, à laquelle vous vous appartenez. Oui, ben en fait, je dirais plutôt le besoin de s'affirmer. Il n'y a pas tant d'urgence. On est des gens qui prennent le temps que ça prend. Puis on vit dans des petits villages dans le Nord. Il y a du temps, il y a de l'espace. Il n'y a pas cette urgence-là, je dirais, d'écrire. Mais il y a un besoin de plus en plus grandissant. Moi, je le sens dans la génération qui sont en train d'écrire aujourd'hui. Même les premiers écrivains qui ont écrit dans les années 70, il y a le besoin de s'affirmer, d'affirmer sa culture, d'affirmer son territoire, son appartenance, l'amour de sa langue, tout ça. Puis c'est cette revendication-là qui est très, très forte chez nous. Alors demain, à partir de demain, vous allez devoir expliquer pourquoi vous avez choisi tel thème pour votre dernier roman, votre deuxième. Il s'appelle Manika Netiche, ça veut dire petite Marguerite, il me semble, c'est bien cela? Oui. Voilà. Et c'est aussi le nom d'une école? Oui, en fait, c'est une école secondaire dans laquelle j'ai enseigné pendant 3 ans. C'est l'école de ma communauté. Moi, je viens d'une réserve qui s'appelle Wahat, qui est située sur la côte nord du Québec. Puis j'avais le goût d'écrire ce livre-là, surtout pour les jeunes à qui j'ai enseigné. Ouais. J'ai réalisé, à force de les côtoyer, à force aussi qu'ils me partagent un peu de leur vécu, puis en lisant surtout leurs textes qui me livraient, parce que moi, je suis enseignante de français. Ils se sont prêtés au jeu, en fait. Vous avez accepté, à travers ce jeu, justement, d'écriture, de raconter leur vie et surtout la relation qu'ils ont avec leur enseignante. Oui, c'est ça. Puis surtout, moi, je dirais leur vision du monde. Puis essayer de montrer cette vision-là à travers le livre. J'ai réalisé
en m'approchant d'eux que la vision qu'ils ont d'eux-mêmes est vraiment très... Faite de clichés. Exactement. Puis tellement ces clichés-là sont forts, ben, ils les ont intégrés. Ils les reproduisent. Exactement. Ouais. Puis là, c'est ça. Puis moi, quand je les voyais travailler, quand je les voyais persévérer, persistants, résistants à toutes sortes de situations que je raconte dans Mannequin et Touche, moi, je me disais, mais si vous saviez comment vous êtes fort, si vous étiez capable de vous voir comme moi, je vous vois. Fait que mes premiers lecteurs, c'est mes élèves. J'ai écrit ce livre-là pour eux. Yannick Lins, vous travaillez aussi à cela. Vous aimeriez que les jeunes Haïtiens s'emparent justement, notamment de la poésie et de l'art oratoire, qui est très fort à la fois chez les Inuits, mais aussi chez vous. Mais là, je n'ai pas grand-chose à faire parce que je crois que les Haïtiens sont d'abord des gens qui écrivent de la poésie. Ouais. C'est une littérature dominée par la poésie. Depuis quelques années, le roman commence à occuper une place importante. Et je crois que c'est ce qui permet à ce pays de tenir. C'est le cœur qui bat de Port-au-Prince, aussi bien d'Haïti maintenant, c'est la création. Aussi bien la création poétique que la création en art plastique. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait un événement autour de la peinture, de la musique, de la sculpture, du théâtre. Et de plus en plus dans les villes de province aussi. Je crois que c'est une manière de compenser le manque qu'on sent ailleurs. Et je crois que c'est ce qui nous continue à nous faire exister. Alors, dans votre dernier roman, 12 déroutes, on en avait déjà parlé sur ce plateau, c'est aux éditions Vespizer, il est question de la violence, mais vous dites qu'elle n'est jamais totale en Haïti, elle trouve son pendant dans une douceur suraiguë. Ça veut dire quoi ? La douceur suraiguë, c'est la beauté. Par exemple, avant-hier, avant de venir en France, je suis allée regarder un festival de graffiti dans toute la ville, au bas de la ville, dans les quartiers pas forcément les plus favorisés. C'était juste magnifique et magique. Donc les jeunes s'emparent de leur espace et le transforment en beauté, malgré la précarité, malgré les problèmes. Donc Haïti, c'est aussi cette créativité qui est énorme. Alors, une réserve, vous le dites, c'est un lieu cloisonné, un peu comme un ghetto, et c'est un peu difficile d'en sortir et d'y entrer. Que peut la littérature, à votre avis, pour les jeunes élèves que vous avez eus dans votre classe? Ben, en fait, moi, ce que j'essayais de faire beaucoup, c'était de faire entrer la littérature dans mes classes, la littérature inoue, mais la littérature du monde aussi, la littérature haïtienne, la littérature française. Je crois que la littérature aide justement à s'ouvrir à ce monde-là. Puis les jeunes, moi, ce que je sentais chez qui j'enseignais, c'est ils ont une ouverture incroyable. Ce cloisonnement-là, cet enfermement-là dans lequel on est né, dans lequel on a été contraint, est en train de s'évaporer complètement. Puis on s'ouvre à ce monde-là. Puis la littérature, je pense que pour moi, ça a été important parce que ça a été ma façon à moi de prendre ma place parce que moi, j'ai grandi à Québec, en dehors de ma réserve. Puis ça a été ma façon à moi de m'affirmer puis d'essayer d'éloigner un peu tous ces préjugés-là que j'entendais constamment. Alors, on parle aujourd'hui de ce festival qui commence demain, America, Québec à l'honneur. On parle aussi du Collège de France, bien entendu, institution unique au monde. Tout à l'heure, Yannick Lins disait que la francophonie, elle avait tendance à être un peu auto-centrée sur la France. Est-ce que c'est votre sentiment? Oui, mais en fait, nous, parce que nous, notre langue maternelle, ça demeure l'inou. C'est la première langue qu'on apprend. Vous le parlez couramment? Oui, on le parle couramment dans les communautés. C'est la première langue, c'est une langue qui est enseignée aussi dans les écoles. Pour moi, le français, puis je vais dire pour nous, les Inuits, le français, c'est un outil. Rien d'autre. C'est un outil, c'est une façon de communiquer. On est loin de l'idéologie, mettons, de ce que ça peut vouloir dire la francophonie. Même, tu sais, on a de la misère même à s'inclure dans le Québec. Vous voyez, c'est vraiment des microcosmes, là, tu sais, fait que la francophonie, pour nous, c'est complètement surréel. Puis c'est ça, ça demeure une langue, ça reste que c'est une langue coloniale, puis ça demeure la langue qu'on utilise justement pour parler à l'autre, pour s'approcher de l'autre. Puis c'est ça, moi, je pense à la première écrivaine Inou qui a écrit dans les années 70. Pour elle, seulement écrire et écrire en français, c'était pour elle tout un combat dans son esprit parce que c'était comme si elle se soumettait à cette culture-là, mais elle acceptait de le faire justement, elle disait, pour défendre ma culture, j'ai pas le choix d'utiliser ces outils-là. Je pense que c'est là qu'on est, nous, les Premières Nations. Yannick Lins, une réaction, c'est plutôt rare d'avoir un tel témoignage sur la francophonie Inou. Nous, de toute façon, on a délocalisé la langue française depuis la fin du XVIIIe siècle. Donc, bien avant l'invention de la francophonie. On en a fait un usage tout à fait autonome.
de la langue française. Et il y a des éléments de la culture française qui traversent aussi bien les pratiques culturelles savantes que les pratiques les plus populaires. Ouais. Parce que vous avez des prières en français et des prières de la religion catholique dans le vaudou. Donc, les cultures populaires sont aussi traversées de culture française du XVIIIe siècle. Parce qu'on ne peut pas parler de culture pure. Et quand il y a contact entre deux civilisations, il y a forcément des échanges. Aujourd'hui, c'est vrai que le créole est une langue officielle. Donc, aujourd'hui, le français est obligé, en Haïti, non seulement de côtoyer le créole qui a une place vraiment prépondérante. Ce qui est intéressant, c'est que la nouvelle littérature haïtienne se fait dans 4 langues. Vous avez l'anglais, la diaspora aux États-Unis, et les nouvelles générations qui partent étudier à Saint-Domingue, en République dominicaine, écrivent aussi en espagnol. Ce qui est intéressant, c'est qu'on oblige le français à côtoyer, à coexister avec d'autres langues. Quand on est 2 langues, on est dans le combat. À partir de 3 langues, on est dans l'ouverture. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. L'ouverture, et c'est ce que vous allez essayer d'apporter, même si le collège de... oui, c'est ça, le Collège de France, je vais y arriver. Le Collège de France y est déjà très ouvert et ce sera donc votre discours inaugural au mois de mars prochain. On suivra bien entendu tout ça. Et je précise d'ailleurs que désormais, chaque mois, nous recevrons 2 membres du Collège de France, des scientifiques de toutes disciplines. Merci Yannick Lins et merci à vous, Naomi Fontaine, d'être venue sur notre plateau en provenance du Québec.